Bonjour Arnaud Vivian. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Charles. On vous entend bien sûr dans l'oreille en coin, on vous entend sur les radios. Et vous êtes un chroniqueur de notre temps, de notre vie, de la politique et politique autrement à travers ce trimestriel. Donc il s'appelle Charles d'abord. Pourquoi un prénom pour un trimestriel qui parle de politique? Parce qu'on avait un modèle qui est une revue américaine, un magazine américain, qui s'appelait George, fondé par le fils de Kennedy, John Kennedy, qui est mort ensuite dans un accident d'hélicoptère. Et donc il avait évidemment choisi George pour George Washington, qui est la grande figure emblématique de la politique américaine. Donc on s'est dit, on voudrait faire la même chose. On voudrait d'abord parler de politique, nous aussi, autrement, comme John Kennedy l'avait fait avec ce magazine. Et donc on s'est dit, quel prénom choisir? Quel est le prénom emblématique de la politique française? On a pensé à Charles, pour Charles de Gaulle, évidemment. Bon, vous auriez pu penser à Nicolas, pour Nicolas Sarkozy, par exemple. Oui, il n'est pas vraiment emblématique. Il n'a fait qu'un seul quinquennat. Charles de Gaulle, il a fondé d'abord la Ve République. Il était là comme homme politique avant. Il l'est resté après. Donc c'est vraiment la grande figure française. Nicolas, il faut qu'il fasse encore un peu ses preuves. Oui, mais alors, quand vous voyez justement Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, en garde à vue, c'est une autre idée, vous, de la politique, de ce que vous voulez montrer dans cette revue, c'est dire la politique, c'est pas ça? C'est ça aussi. C'est ça aussi, être en garde à vue. Moi, je trouve que c'est un progrès démocratique formidable. C'est la première fois qu'un ancien président de la République est en garde à vue. Mais d'autres auraient dû l'être. Hein. Jacques Chirac aurait dû être en garde à vue. Dieu sait si des juges l'ont demandé à l'époque. Ça n'est pas arrivé. Donc, c'est un véritable progrès démocratique. Donc, moi, je pense que non, c'est ça. La modernité de la politique, elle est là. Elle est dans cette garde à vue, justement. Oui. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est parler de la politique qu'on aime. On n'est pas du tout à dénigrer la politique, alors que beaucoup de gens la dénigrent. Même, vous mettez en avant finalement les personnalités politiques, leurs humeurs, etc. Ce qu'ils sont. Parce que la plupart de ces hommes et de ces femmes qui se consacrent à la politique travaillent quand même, pour la plupart, essentiellement pour le bien commun. Oui, mais alors par exemple, dans le dernier numéro, vous parlez donc des ministres de la Culture. Aurélie Filippetti d'ailleurs est en couverture. On y voit et on y entend Jacques Lang, on y entend Jacques Toubon, on y entend de nombreux ministres de la Culture. Alors, ils disent la vérité, finalement. Ils disent parfois, bon, je ne m'y attendais pas, c'est extraordinaire, bon, j'ai laissé mon empreinte, etc. Ils ne sont pas toujours très modestes aussi, on peut le dire. Mais au fond, finalement, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là, sur leur parcours? Ils disent quand même la manière dont ils ont travaillé, œuvré, là encore, pour le bien commun. C'est intéressant, le poste de ministre de la Culture, car c'est sans doute celui qui est le moins idéologique de tous. Pourquoi? Parce que le ministre de la Culture, il doit conserver le patrimoine. D'abord, c'est sa première fonction, et ça, elle est valable, que vous soyez de droite ou de gauche, conserver le patrimoine, c'est conserver le patrimoine. Et ensuite, il y a démocratiser la culture. Alors, si vous êtes de gauche, vous avez tendance à plus la démocratiser qu'à droite, peut-être, et encore, ça se discute. Et donc, vous voyez, il y a, comme le dit Jacques Toubon, être ministre de la Culture, ça ne sert à rien d'être de droite ou de gauche. Ça veut dire qu'ils ont tous finalement les mêmes ambitions, les mêmes principes, sans pour autant y arriver toujours. Oui, mais enfin, par exemple, préserver le patrimoine, c'est une fonction très, très importante. Ce sont nos monuments, voilà, donc il faut les conserver. C'est un vrai travail, un travail de tous les instants quand vous êtes ministre de la Culture. C'est intéressant. Donc là, il y a moins de politique. Par ailleurs, on voulait le faire parce qu'on sentait que le conflit des intermittents du spectacle allait arriver. Hein. Et cette histoire dure depuis 20 ans. Vous vous rendez compte que le conflit des intermittents du spectacle, il a commencé dans les années 90. 20 ans plus tard, il se pose exactement dans le même terme. Ça veut dire finalement c'est un échec des ministres de la Culture successifs. Et pourquoi? Parce que alors là, ils nous en parlent tous. Ayagon, qui a dû vivre l'annulation du Festival d'Avignon en 2003, hein, là, visiblement, ça ne va pas se reproduire. Mais à l'époque, ça a été énorme. Hein, l'annulation du Festival d'Avignon raconte très bien qu'à l'époque, le ministre du Travail, car ça se fait toujours en coordination avec le ministre du Travail, c'était François Fillon. Et que François Fillon l'a trahi. Oui. Mais ça, il le dit que bien plus tard. Il vous le dit à vous aujourd'hui dans la revue Charles, mais il ne l'a pas dit à l'époque. C'est ça, finalement, la politique, c'est aussi l'hypocrisie. En tout cas, c'est ça l'intérêt de faire cette revue, pour nous, Charles. C'est d'avoir la vérité. La vérité, souvent, vous ne pouvez l'avoir que des années plus tard. Là, en les interrogeant tous, on a d'abord une vision du conflit des intermittents qui est assez, assez certaine, assez franche. En l'occurrence, tous disent la même chose. Ce qui a fait grever la caisse des intermittents, c'est leur utilisation par des sociétés d'audiovisuel, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc là, ce n'est pas les artistes, c'est la manière dont des sociétés
d'audiovisuel, public ou privé, ont utilisé le statut d'intermittent pour éviter d'embaucher. Alors, ça, c'est donc dans le dernier numéro donc, de Charles. Au-delà, vous voulez réhabiliter la politique, justement, vous vous dites, au fond, les hommes politiques ne disent pas toujours ce qu'ils pensent, ne peuvent pas toujours dire ce qu'ils pensent. Il faut réhabiliter leurs paroles en tant qu'être humain derrière des postes. Oui, je crois surtout que nous vivons dans un pays qui est un grand pays politique, qui est un grand pays de la passion politique. On peut par moments dénigrer la politique ou les politiciens, mais cela dit, il y a un amour dans ce pays du débat et de la politique qui devait être incarné dans une revue, c'est la nôtre. Oui, un amour de la politique, c'est-à-dire l'idée que la politique peut encore changer la vie. Bah oui, bien sûr. Oui, Vous y croyez encore aujourd'hui? Ah bah de toute façon, oui, quel que soit... on peut imaginer une nouvelle constitution, par exemple. On peut imaginer que ça soit la fin de la Ve République et qu'il faille inventer une nouvelle République. Mais ça reste toujours de la politique. Oui, on y voit des journalistes, Arlette Chabot qui est interviewée dans ce magazine, qui vous disent aussi, finalement, les journalistes ont parfois du mal à travailler, sont toujours menacés d'être virés. Il y a ça aussi, c'est aussi ça la politique. Oui, parce que vous savez, moi ce que j'ai vécu, c'est d'abord, on a commencé à parler il y a quelques années de la classe politique. Avant, on disait le personnel politique. Moi, dans mon enfance, quand on parlait les politiques, on disait le personnel politique. Maintenant, on dit la classe politique, et maintenant, on dit la classe médiatico-politique. Politico-médiatique. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Non, bah, que ça soit une classe, c'est une auto-réalité. Ce sont ces gens qui se définissent eux-mêmes comme une classe. C'est très intéressant. Donc, il y a une vraie relation entre le médiatique et le politique, évidemment. Ça, on en est tous conscients. Donc, c'est très intéressant pour nous de parler avec tous les acteurs de la politique et pas simplement les hommes politiques. Donc, les journalistes politiques en font partie, de même qu'en font partie ceux qui écrivent les discours, les secrétaires, etc. Oui, la politique au sens noble et la politique comme vecteur de changement culturel. Parce qu'évidemment, votre revue, c'est ça, c'est la culture et la politique. Vous savez, en ce moment, tout le monde parle de Gramsci, il faut le philosophe italien, même Nicolas Sarkozy le cite, il faut passer par la culture, dit-on, pour changer la politique, pour changer le pays, passer par la culture. D'une certaine manière, c'est ce qu'on essaye de faire, nous aussi, avec cette revue. C'est en passant par la culture qu'on peut effectivement aborder réellement le thème du politique et peut-être, certainement, le changer, oui. Merci beaucoup Arnaud Vivian, rédacteur en chef donc, du magazine Charles, qui vient de paraître le 10e numéro. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi, merci.